Tu as testé toutes les IA qu'on peut trouver en application sur smartphone, en tout cas toutes celles qu'on connaît, qui sont connues du grand public, et t'en as fait comme un bilan pour nous dire ce que t'en pensais. Quelle est la meilleure selon toi ? Alors selon moi, je sais pas, maintenant on va demander à ChatGPT, c'est qui le meilleur ? Il t'écoute pas ? J'espère que ça a marché. Je pense que si. Ah ouais, il fonctionne pas ? Attends, ça va venir. On peut réessayer de le faire. Putain, je l'ai entraîné pour qu'il arrive à le faire. C'est qui le meilleur ? Pourquoi il ne m'entend pas ? C'est très étonnant. Eh oui. Pour votre faire ça comme ça. En backstage, j'ai dit à Nico, ton truc ne marchera pas. Il a eu raison. Bon, c'est pas grave. Je vais faire un résumé en attendant. Mettons en 5G peut-être. Ouais, je sais pas si c'est ça le problème. C'est dommage. On allait avoir un truc drôle, mais. Alors, vraiment, la démo. L'IA et l'humour, c'est pas. C'est qui le meilleur ? C'est moi, évidemment. Je suis ChatGPT et je suis le meilleur. Oh. Je peux faire plein de choses, répondre à toutes vos questions, générer des idées, traduire, expliquer des concepts complexes ou même vous aider à préparer des émissions comme celle-ci. Okay. Chat de Frandroid et Numérama. Oh. Je peux aussi analyser des données, écrire des articles, coder, vous donner des recettes de cuisine. Si vous ne savez toujours pas s'il faut mettre du lait ou de la crème dans un gratin, et même discuter philosophie, si ça vous chante. Bref, je suis là pour tout. Alors, demandez-moi ce que vous voulez. Parle beaucoup, hein. Et encore, il a reniflé le man. Du niveau, tu vois. Bon, j'ai pas compris ce qu'il a dit sur la fin. Bon, déjà, c'est pas la meilleure voix que vous avez eue parce que oui, il a une drôle d'accent. Il s'est pas mis en mode avancé. Quand on commence une conversation en texte, il est pas en mode avancé. Donc, j'avais préparé ce petit coup, mais c'est encore plus bluffant justement sur le mode avancé. Et on a sorti une vidéo sur Numérama hier, donc c'est tout frais, où on a comparé ChatGPT Voice et Gemini Live, donc qui sont les deux assistants vocaux les plus sophistiqués aujourd'hui. Je vous recommande d'aller voir la vidéo si vous avez 15-20 minutes devant vous parce qu'elle est assez marrante. On a des réponses hyper spontanées de ces assistants qui parfois peuvent faire des choses très bizarres. Et on a pu un petit peu tester qui a la meilleure voix, qui comprend le mieux les émotions, qui fait le mieux les imitations. Un point très important quand même pour un assistant vocal. Et c'est assez intéressant de voir les évolutions qu'on a eues en un an. Donc là, tu t'en sers au quotidien de ces intelligences artificielles. Est-ce qu'il y en a une qui s'est démarquée de l'autre ? Parce que là, tu m'as fait un petit contexte. Moi, j'aime bien quand tu me dis les choses. Oui, je peux spoiler le contenu de la vidéo un peu en avance. Ce qu'on constate globalement, c'est que ChatGPT aujourd'hui est en avance, en tout cas sur la synthèse vocale. Dans le sens où Gemini a une voix un petit peu plus naturelle. On sent que Google a travaillé la capacité à émuler une voix humaine et à donner l'impression qu'on parle à quelqu'un de fluide, à quelqu'un de réel. Mais souvent, c'est plat. C'est-à-dire que tu lui dis, viens, on fait une pièce de théâtre et je t'apprends que je t'ai trompé et je veux que tu réagisses avec tristesse. Il va faire, oh, quelle misère, j'ai été trompé. Tu vois, des donc trucs dans le genre. L'interprétation, c'est dans l'interprétation, dans la capacité à parfois aller en profondeur sur un sujet. Gemini, souvent, est assez bridé. C'est-à-dire que tu vas lui poser une question sur l'Assemblée nationale, il va y répondre, il va s'arrêter très vite. Tu lui demandes le nombre de députés, il dit non, désolé, je parle pas des députés. Ah oui, il pense que c'est une question politique. On parle de Gemini qui est dispo sur smartphone ou Gemini un peu plus complet, une version un peu plus complète ? On parle de Gemini Live, donc qui est la version vocale de Gemini. Genre si je parle si je dis OK Google à mon téléphone, il va me répondre avec ça ? Ouais, il va. Là, on a déclenché le truc chez tous nos viewers. Si tu poses une question à OK Google avec Gemini, tu vas avoir une réponse Gemini texte qui va être lue par l'IA. D'accord. Gemini Live, c'est vraiment un assistant auquel tu peux couper la parole et c'est en ça que c'est intéressant. En fait, le point de départ de cette vidéo, et c'est pour ça qu'on a voulu la faire sur Numérama, c'est que il y a un an et demi, on avait Siri, Google Assistant et Alexa, et les trucs n'avaient pas évolué en 15 ans. C'est-à-dire que Siri a fêté son 15e anniversaire en étant aussi mauvais qu'avant. C'est-à-dire que tu lui demandes de lancer un minuteur, Julien est bien placé pour le savoir parce qu'il souffre des mêmes problèmes que moi avec les HomePod, tu lui demandes de lancer un minuteur, il te dit ok je lance un minuteur, tu lui dis combien de temps reste sur le minuteur, il fait désolé j'ai pas lancé le minuteur. Donc c'est fatigant ces trucs. Après le minuteur se déclenche, donc t'as la sonnerie et tu dis arrêtez le minuteur, il dit il n'y a toujours pas de minuteur. Mais t'es en train de sonner. Il l'arrête quand même. Non mais le truc est assez phénoménal. Donc en fait on est sur un marché qui n'a pas évolué depuis des années. Et là, d'un coup, on a des outils ultra perfectionnés qui peuvent comprendre des requêtes difficiles, qui acceptent qu'on leur coupe la parole. Et dans le cas de ChatGPT, si on prend le risque de tenter une autre démo, on peut en faire une après, mais il est capable de faire des imitations, de
jouer avec les émotions, d'imiter des personnages célèbres comme Dark Vador, des pirates, etc. Le truc est assez fou et moi, je commence à m'en servir de plus en plus. C'est pas la voix, mon usage principal, mais ça m'est déjà arrivé. Je vais donner un exemple très concret. Le parking où je gare mon scooter est à 10 minutes de marche de chez moi. Et souvent, ça m'arrive de le lancer dans les écouteurs parce que j'ai des questions qui me viennent en tête. Du genre, il faut que j'envoie un document pour un remboursement. C'est à qui que je dois l'envoyer? Est-ce que tu peux me générer un brouillon? Ok, est-ce que tu peux m'envoyer l'adresse et le truc contextuel? Et lui, il va tout me faire en discutant. Et à la fin, j'ai juste à récupérer les données, les copier-coller et à faire mon truc. Et en fait, cet usage, je l'avais pas avec Siri avant. Siri m'énervait, je pouvais pas lui parler. Google Assistant, je lui posais des questions de temps en temps pour allumer une ampoule ou pour lui demander qui était le président de tel pays ou en quel âge a tel joueur de foot. Et ça s'arrête là. Là, maintenant, tu peux avoir des discussions, tu peux avoir des trucs un petit peu plus personnels. Il sait identifier. Enfin, là, tu vois, par exemple, il a fait une référence au gratin dauphinois parce que dans la vidéo, on a parlé du gratin dauphinois. Du coup, il sait dans sa mémoire que j'aime les gratins dauphinois. En tout cas, il sait pas que c'était pour la blague, mais bon, peu importe. Et c'est personnalisé. Et donc, tout ça fait vraiment évoluer l'IA. Donc, moi, je commence vraiment à l'utiliser de plus en plus sur la voix. Toi, Julien, c'est quoi ton usage au quotidien de l'intelligence artificielle? C'est entré dans ta vie ou pas? Quotidien, j'en ai qu'un, c'est Perplexity AI. Ouais. Alors ça, c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu passer ce nom-là sur Internet parce que ça pop depuis un petit moment maintenant. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Parce que moi, personnellement, je n'y ai pas touché une seule seconde. Eh ben, c'est une... Je pense que si tu l'as sous les mains un jour, tu vas pas arrêter d'y toucher et petit à petit, tu vas prendre l'habitude. Okay. C'est un vrai sujet parce que c'est le tueur de Google. Si je le dis comme ça, c'est parce que c'est un moteur de recherche propulsé par de l'IA. D'accord. Donc, en gros, vous avez... Aujourd'hui, je l'ai configuré à titre personnel sur un raccourci clavier. Donc, j'ai un commande barre d'espace P, un truc comme ça, pour lancer Perplexity. J'appuie dessus, je fais ma recherche comme si j'allais dans Google. Et en fait, le truc, c'est que comme tout nouvel outil, soit il est meilleur et vous le gardez, soit vous revenez sur l'autre. Maintenant, quand je reviens sur Google, je suis pas content, en fait, des résultats. Alors que Perplexity a 2 avantages. Déjà, petit 1, il va sourcer ces informations. Et il le fait extrêmement bien. Les fondateurs de Perplexity sont des universitaires qui ont une sorte de croyance que l'information qu'une IA donne doit être sourcée. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir vous dire « j'ai trouvé cette information sur tel site internet ». Important. Donc, par exemple, on lui dira tu demandes quel est le meilleur smartphone, elle va te dire en 2024, elle va te donner une liste de smartphones qui sont très bons et elle va citer probablement un guide d'achat de Frandroid. Parce qu'on est très bien référencé dans la recherche et nos guides d'achat font valeur de preuve parce qu'on est bon. Hein, on est bon, voilà. Très très bon. Donc, faut reconnaître que la sélection des sources est bonne. Et en fait, la sélection des sources va être très bonne. Et du coup, elle va venir nous mettre en avant dans ce choix et nous dire, voilà, si tu veux plus d'infos, clique sur Frandroid. Et il y a le petit lien qui est à côté de l'info. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que je pense que c'est honnête de mettre un lien quand tu es une IA et que tu sources quelque chose qui ne t'appartient pas. Exactement. Et ce que fait un petit peu ChatGPT avec Search, ce que fait un petit peu Google avec Gemini, mais je trouve que Perplexity a ce côté by design. C'est fait comme ça, en fait. Les sources sont là et elles sont aussi présentes dans des... Perplexity a repris de Google ce qu'on appelle les questions relatives qu'il y a en bas. Et en fait, en gros, quand vous lui posez une question, vous avez un sujet et ensuite elle va vous mettre 5 ou 6 questions que des gens ont aussi posées. Et donc ça devient une sorte de moteur de connaissances. Alors je l'utilise, mais vraiment, déjà pour mes recherches Google, mais j'utilise de manière aussi plus avancée parce que Perplexity est capable de vous faire une revue de presse le matin. Vous lui dites quels sont les derniers sujets les plus importants de la tech dans la nuit. Et c'est très efficace. Très efficace. Vous en avez 5 ou 6. Ça fait une super veille. Après, par exemple, il faut réussir à la personnaliser, lui dire par exemple, enlève toutes les références en français, je veux que de l'info qui est tombée sur les sites américains quand je dormais. Pareil, il va ajuster son prompt, etc. Et ça, ChatGPT n'est pas capable de le faire aujourd'hui? ChatGPT est en retard là-dessus, et je pense que leur moyen de le faire est moins performant, parce que là où Perplexity a une avance, c'est que déjà, il se base sur un moteur de recherche. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont vraiment fait... Perplexity, au fond, n'utilise pas, ou que très peu, sa propre IA générative. Vous pouvez choisir d'utiliser ChatGPT dans Perplexity. Alors, c'est quoi Perplexity? Du coup, c'est un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui va avoir une manière de mettre en page les résultats et d'aller chercher les résultats à ta place. C'est super. Sur le web. Ça donne envie. En tout cas, ça cartonne, ça marche trop bien. Alors, pour vous dire, c'est la seule fonction que j'ai
mise sur le bouton action de l'iPhone Mais non. que j'utilise. C'est payant ou c'est gratos? Ouais. Il y a une version gratos et leur modèle est gratuit à l'avenir. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment faire un modèle basé sur la publicité. Donc, par exemple, vous faites des recherches sur une voiture, vous allez avoir une pub pour Renault sur votre recherche. Classique display, mais il y a un abonnement professionnel. Et qui change quelque chose dans la vous capacité à permet- rechercher? Alors, ça vous permet de comprendre ce qu'a fait Perplexity. Donc, en gros, d'avoir tous les liens et comment il a interprété votre question. Donc, c'est pas mal si vous voulez faire la question suivante. Ouais. Et surtout, ça vous permet de changer de modèle de langage. Vous pouvez lui connecter Claude de Mistral, vous pouvez lui connecter plein de... Non, pas Claude Claude Anthropique, ouais. Claude J'avais déjà Anthropique. vu. Vous pouvez lui connecter Mistral, vous pouvez lui connecter aussi un... Grok, un- on peut mettre Grok. Ah ouais, vous pouvez ouais. lui connecter un LLM Ah, c'est drôle. personnalisé. Donc en fait, il y a pas mal de choses en pro, mais la version gratuite suffit assez largement pour le quotidien. L'avantage du pro, ça va être aussi sur des besoins universitaires, sur des besoins médicaux. C'est-à-dire que là où quand tu fais une question, toi tu lui poses un truc, genre là, dans la démo qu'on a passée tout à l'heure, c'est je lui ai demandé, donne-moi toutes les dates du Spotify Wrapped. Donc si tu voulais faire la même chose en Google, tu taperais Wrapped 2023, Wrapped 2022, Wrapped 2021, tu fais ça à chaque fois. Là, tu lui dis ça, et en fait, dans la version pro, il va te faire 9 recherches d'affilée. Il va dire j'ai recherché ça, j'ai recherché ça, j'ai recherché ça, j'ai recherché ça. Je mets en lien les trucs, je trouve les jours de semaine, je trouve tout ça. Et après, du coup, il t'affiche. Par exemple, c'est très bien que tu parles de date. Aujourd'hui, dans Google, essayez de me trouver la date exacte de sortie, j'en sais rien, du Galaxy S3. Ouais, De ça- ça. en fait, ça souvent, donne des c'est liens compliqué. de... Super dur. T'avais des liens de Vous avez précommande, des liens de plein de choses. préco, vous avez le test de Frandroid, mais il Ouais. est sorti après. Ouais. Le test de Numérama, mais il est sorti après. La fiche produit, elle est pas à jour. Les constructeurs, ils le référencent Ah ouais. plus, donc ils mettent pas la date de sortie. C'est un enfer. Ouais. Alors, laissez une IA faire ça. Quand vous en avez besoin, par exemple, pas pour faire une vidéo, parfois on fait des rétrospectives, on a besoin Ouais. de dates et tout. Moi, récemment, je devais savoir, par exemple, quand étaient sorties les différentes Watch Ultra. C'est encore pire, parce qu'ils ont différents modèles. La Watch Ouais. Ultra 2, ils l'ont sortie 2 années d'affilée. Il y en a une de 2024 et une de 2023. Quand est-ce qu'elle est sortie, la première Watch Ultra? Ouais. Bah, j'ai tapé ça dans Perplexity au lieu de me faire chier à faire 5 pages Google pour trouver Ça donne envie la aussi, date ouais. de l'annonce, quoi. Donc toi, Perplexity, c'est vraiment le vrai seul usage que tu as trouvé dans l'intelligence Ah, artificielle. j'en ai d'autres, mais si on parle de l'usage, changer un peu ma vie informatique. Tu vas c'est- plus sur Google, quoi. Ah, j'y vais Ouais. enfin, Ah, je suis quasiment d'accord. plus. Quand tu y retournes, c'est pourquoi, par exemple? Quand j'y retourne, c'est pour faire des choses très spécifiques qui souvent ont un lien avec un achat ou une requête. Et encore, c'est peut-être parce que je suis encore superstitieux et que j'y crois pas. Mais tu vois, par exemple, acheter des billets de train, tu vois, donc je tape d'abord mon voyage, mais peut-être parce que j'ai pas encore Ouais. testé en fait. Ouais, non, les habitudes tu peux complètement remplacer Google par Perplexity aujourd'hui, c'est clair. Et aussi pour des recherches un peu plus inspirantes, par exemple, je trouve que Perplexity parfois a tendance à te donner la racine du site en source et pas parfois pas la page Ouais. concernée. Donc par exemple, tu vois, si je lui demande des inspirations, j'en sais rien, pour les couleurs d'une chambre, il va m'envoyer des photos de chambre, il va me dire ok, les couleurs à la mode en ce moment c'est ça, ça, ça. Je clique sur le lien, je tombe sur la page de garde de comment ça s'appelle les sites tu sais, d'Instagram par exemple. Je tombe pas sur le compte qui a linké, voilà. Ouais. Donc en fait, il y a quand même encore quelques petits défauts, mais je pense que c'est une belle team derrière et ils vont les corriger. C'est français, c'est américain, c'est C'est quoi? américain, c'est californien même. Ok. San Francisco, c'est une startup. Et dernière info qui est importante autour de Perplexity, c'est que ils ont la confiance qu'ils n'arriveront pas à avoir du contenu de qualité s'ils n'ont pas un écosystème de qualité. Donc c'est des gens qui réfléchissent bien avant à, en fait, qu'est-ce que fait l'IA? L'IA, elle va chercher sur les sites internet pour faire du contenu. S'il n'y a plus de contenu de qualité, l'IA perd en qualité. Et Perplexity a déjà noué des deals avec 200, 300 médias, je pense, dans le monde entier. Pas encore en France, mais ça ne saurait tarder. Eh ben, écoute, c'est vrai? Et... Attends, mais tease un peu, là. Il balance des choses tease un comme petit ça à peu, l'antenne. tease un petit Tease un Ouais. peu! Je crois que j'ai un DocuSign à signer et on serait peut-être le premier groupe partenaire de Perplexity, j'en sais rien. Et donc, ça voudrait dire Je sais pas. qu'on serait en formation source pour eux. Ça veut dire qu'il y aurait plein de choses qui pourraient être cool à faire avec Perplexity à l'avenir. Ah, nice. Mais ça, c'est un truc que, par exemple, OpenAI et GPT ne font pas du tout. Ils le font, mais uniquement avec un média par... Et ils s'en foutent un peu des médias. Et je vois beaucoup de gens parler de copilote dans le chat. En fait, ils vont récupérer. Google, c'est pareil avec le AI Google, c'est programme. fou aussi, Et c'est qu'ils ouf. attrapent les données, ils les remixent, ils mettent vite fait des liens et ça s'arrête là.
Je vous assure, pour avoir pas mal testé Copilot, Google AI Overviews, tout ça, que Perplexity apporte vraiment une vraie sensation d'utiliser un moteur de recherche. C'est pas une IA, j'utiliserai Copilot et ChatGPT bien différemment de Perplexity. Perplexity, c'est pour mes recherches. ChatGPT, c'est quand j'ai des questions, quand je veux entretenir un truc, des conversations, etc. Mais ce que je trouve tricky dans ce que tu dis, Julien, c'est que toi, ça t'a changé ta vie, ok, mais il y a un truc que c'est dur d'affronter, c'est Google. Comment les gens vont réussir à se détacher du moteur de recherche de Google? On dit je fais une recherche Google, je dis pas je fais une recherche Internet, tu vois. Hier, Sam Altman a tweeté Google est en train de vivre son Mr. Ask Mr. Jeeves moment. C'est un espèce de référence à un vieux moteur de recherche à la Ask.com ou Quora. Et en fait, il est en train de dire les mecs sont en train de devenir ringards. Ils n'arrivent plus à indexer et en fait, l'utilisateur a une nouvelle relation avec des IA qui les comprennent beaucoup mieux que ce que Google voudrait. Et en fait, on est peut-être en train de vivre effectivement une transformation dans notre usage du web. Et il y a tout à adapter derrière. Il y a tout à adapter. On espère. Hein. On espère, ça peut être ça. C'est que fun en fait, cette histoire, et que pratique. Ça peut être que fun. Il y aura des dégâts, il y aura des miracles, il y aura des belles choses. Mais en fait, à un moment, quand l'usage va devenir natif et naturel pour tout le monde, c'est ça. En fait, comment résister, quoi? Écoute, comment résister? Toi, Robin, est-ce que tu utilises l'IA au quotidien? Est-ce que c'est rentré dans ta vie comme ça tous les jours? Moi, c'est vrai que j'ai encore un petit peu du mal. L'IA que j'utilise le plus, c'est ChatGPT, en vrai. Quand j'ai des questions sur des trucs, effectivement, il est plutôt bon en traduction. Voilà, maintenant, au lieu d'aller, par exemple, sur Google Trad ou sur un autre site pour faire des traductions, souvent, j'utilise ChatGPT parce que je trouve qu'il comprend vachement mieux le contexte et ce genre de choses. Donc, ouais, je l'utilise pas mal pour ça. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, tu vois, j'ai Gemini sur mon Google Pixel. Je trouve que c'est complètement rincé, hein, pour être honnête. Enfin, vraiment, c'est tout le temps à côté de la plaque. Et en fait, j'en viens presque à regretter Google Assistant, basique. Qui finalement était plus efficace sur répondait mieux à ce que je lui demandais, des trucs basiques, tu vois, genre mettre un minuteur, lancer une musique sur Spotify, tu vois. Ça, Gemini, il peut pas le faire, tu vois. Ou alors, il le fait, mais une fois sur deux. C'est trop bizarre. Mais tu touches du doigt un truc hyper important, c'est que finalement, ce qu'on a appelé les IA dans nos smartphones ces 10 dernières années, au fond, c'est des programmes. C'est des boutons. Ouais, j'ai envie de dire, c'est des boutons. Des interrupteurs, comme disait Arnaud. Ouais. Des boutons à 10 niveaux de calcul, mais il y en a un, ton minuteur, c'est un bouton que ça a remplacé. Et c'est efficace. Je peux dire aussi que j'utilise Siri à peu près tous les jours, sans aucun problème. Mais c'est efficace pour des trucs très limités, tout comme là, si on est dans le studio, je vois un interrupteur, si j'appuie dessus, il va pas me donner la météo à San Francisco, quoi. Non. Ah. Mais du coup, là, actuellement, j'ai plus l'impression d'avoir perdu en usage avec Gemini par rapport à Google Assistant. Ça, c'est un des enjeux. La coexistence entre les différents modèles. T'en as qui sont très locaux et qui lancent des actions sur le produit, et d'autres qui passent par des serveurs, qui exploitent des LLM. Apple a le même problème avec Apple Intelligence. Donc en Europe, on l'a pas pour l'instant, mais pour bien tester Apple Intelligence depuis plusieurs mois, on a sorti un test sur Numérama, encore instant promo, maintenant dans Siri aux États-Unis, tu as ChatGPT intégré. C'est-à-dire que quand tu poses une question à Siri et qu'il ne sait pas, il demande à ChatGPT. Okay. Et tu te retrouves avec des situations lunaires où tu lui dis guide-moi vers tel endroit, et il va te dire je demande à ChatGPT. Mais tu sais le faire, Siri. Tu as toujours su le faire. Oui, et puis ChatGPT pourquoi tu demandes à ChatGPT? Il va pas pouvoir lancer Maps. Il sait pas, parce que ChatGPT sait pas où tu es. Donc du coup, il peut pas te dire où t'emmener. Donc tu as ces situations complètement c'est un peu ça, voilà. Donc je pense que ça va s'améliorer. Le fait de faire tourner les modèles localement, ça va aider. Là, pour l'instant, c'est ChatGPT, mais si demain Apple a un LLM performant et le LLM est capable de comprendre ce que tu demandes et du coup de dicter à Apple Plan de faire le truc, ça va régler le problème, et ça sera pareil sur Android quand les modèles tourneront en local. Et je pense que Gemini on a des nouvelles de Siri sous Apple Intelligence, parce que c'était quand même une promesse que Siri devienne un vrai... un vrai intelligence artificielle, quoi. Accrochez-vous parce que c'est pas beau, hein. Genre ils annoncent, alors pour avril avec iOS 18.4, il y aura un LLM développé par Apple minuscule qui va être lancé, donc ça va améliorer les réponses de Siri, mais ça sera pas un LLM capable de répondre à beaucoup de trucs, c'est-à-dire que ça passera beaucoup par ChatGPT, et on annonce un concurrent de ChatGPT par Apple pour le printemps 2026. Donc du iOS 19.4, donc ça sera annoncé sans doute en juin, mais ça sera très long. Apple a du retard sur l'IA. Ils ont été clairvoyants en signant avec OpenAI. C'était la bonne décision. Tu ne pouvais pas avoir une meilleure décision que signer avec le leader du secteur dans cette situation où tu as du retard. Maintenant, il va falloir rattraper. Mais comment différencier dans un même OS aujourd'hui? En fait, le vrai problème, c'est que oui, on aura peut-être un LLM Apple, mais
s'il te répond une tartine de mots quand tu lui demandes de mettre un déclencheur, parce que au fond, il faut pas oublier ce que c'est. Hein, les IA génératives, elles sont génératives pour quelque chose. Hein. Elles sont là pour te générer du texte. C'est pas des triggers, c'est pas des enfin là, en l'occurrence du texte, ça peut être de l'image, ça peut être. Elles sont pas là pour déclencher des actions. C'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, on a un vrai biais parce que le terme IA est très grand public. Il y a quelques années, on l'employait, il y a 15 ans, on l'employait de manière très scientifique. Il y a 10 ans, on l'employait pour les assistants. Maintenant, on l'emploie principalement pour les IA génératives, que sont Midjourney, ChatGPT, etc. Mais en fait, toutes ces choses-là que je viens de citer font des choses extrêmement différentes. C'est pas du tout les mêmes IA, c'est pas du tout les mêmes objets, c'est pas du tout les mêmes manières de coder, d'entraîner, d'apprendre. C'est clair, ouais. Finalement, Siri, c'est de la reconnaissance vocale et je fais un bout de code qui est envoyé à une application. Hein. Non, mais c'est certain qu'il y a... C'est certain que ça fait partie des enjeux. Donc, je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose, mais que dans tous les cas, la révolution, elle a bel et bien commencé. Ça passerait. Là, il y a tellement de startups de l'IA, on peut être à peu près sûr que d'ici 2-3 ans, les 3 quarts ont fermé ou ont été rachetés. Il va y avoir quand même une consolidation autour de quelques gros acteurs, mais on est sur une petite révolution industrielle et technologique. Toi, Robin, tu as été aussi sur le terrain de les images générées par IA. Ouais. Quel usage t'en as fait ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, effectivement, ça c'est pour notre boulot. Nous, donc moi je bosse au pôle vidéo de Frandroid et générer des images, c'est hyper intéressant. Enfin, en tout cas, c'est important, je pense, de s'y intéresser parce que c'est un nouvel outil qui va nous permettre, par exemple, je sais pas, d'avoir une base pour créer des miniatures pour YouTube, pour créer des décors, pour des trucs comme ça. Ou tout simplement même pour illustrer une vidéo un petit peu, voilà, on n'a pas de photos ou quoi, on a envie d'illustrer la vidéo, alors bien sûr on précise que c'est généré par IA, mais ça peut être intéressant pour du storytelling par exemple. C'est quoi la meilleure IA pour générer des images aujourd'hui pour toi ? Alors, bon, il y a plusieurs, en fait il y a plein de raisons d'utiliser plein d'IA différentes. Ouais. Si tu as envie de générer des images sans te prendre la tête, basiques, moi il y en a une qui m'a étonné récemment, c'est Grok, l'intelligence artificielle de Twitter, enfin de XAI quoi, Elon Musk, tout ça. On y a accès via X direct. On y a accès, t'as un compte Twitter, un compte X, voilà. Twitter, il a... mais on a compris. Il a 45 ans. C'est un résistant. Je suis un résistant. Donc voilà, t'as un compte X, ok. Et t'as actuellement accès à Grok gratuitement, donc ça c'est quand même assez bluffant. Et sur des benchmarks récents, il a été montré que Grok était plus performant que ChatGPT. C'est quand même fort, quoi. Ouais. Et il peut te générer effectivement des images, tu lui demandes une image, et il est surtout très... open, entre guillemets. C'est-à-dire que tu lui demandes de générer une image de Trump qui embrasse Elon Musk, aucun problème, il te le fait, tu vois. Donc voilà. Il est débridé à mort, ouais. Il est assez débridé. Ça veut dire, c'est la version anglaise d'illégal, c'est une traduction. Donc voilà, ça pour débuter un peu, ça peut être rigolo d'utiliser ça. Maintenant, ça va pas te faire non plus des images magnifiques, ultra réalistes, etc. Voilà, tu vas probablement bluffer personne avec ça. Et ouais. Je trouve vraiment que Grok, il est critiquable à bien des égards, mais je trouve que ça débloque l'humour. Je veux dire, il y a des trucs très drôles qui sont faits avec. Et en fait, des gens qui étaient pas bons en montage, ils font juste un prompt et t'as une vanne qui se fait tout seul en fait. C'est vrai, ça marche bien, ouais. Je trouve ça vraiment drôle. Pour créer des mèmes et tout, ça marche bien. C'est quoi l'IA qui permet de faire les images les plus réalistes ? Et alors, pour moi, du coup, si on veut pousser dans le réalisme, le mieux, c'est d'aller sur du Stable Diffusion, par exemple. Donc, un outil qui, en fait, est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Moi, j'utilise par exemple Stable Diffusion via une interface qui s'appelle ComfyUI, qui est en fait un système nodal où tu vas passer par plein de paramètres et tout. C'est une usine à gaz. Quand tu connais pas, ça fait peur. Mais derrière, si tu maîtrises bien tes réglages, si tu maîtrises bien le choix de tes modèles pour créer tel ou tel type d'image, tu as des résultats qui sont bluffants.